Bonjour à tous et bienvenue dans Playlivre. Cette semaine, avec moi, un auteur, un écrivain, dont le roman Le Voyant d'Étampes, après avoir figuré sur les listes des 2 plus grands prix du pays, le prix Goncourt et le prix Renaudot, et finalement prix de Flore, Abel Quentin est avec moi dans Playlivre. Bonjour Abel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, je suis ravie de vous recevoir. De même. Avant qu'on commence à tourner, je vous disais combien je trouvais belle cette couverture. Et vous me disiez justement qu'elle avait une histoire. Elle est assez mystérieuse. Elle a une histoire puisque c'est la photo du lieu exact où Camus s'est tué en voiture au début des années 60. Voilà. Et Camus est assez présent dans le livre. On en parlera peut-être. Bien sûr. C'est une figure qui compte. Donc il y a un clin d'œil tragique. Mais... Alors justement, il ne s'agit pas tout à fait que d'Albert Camus. Il s'agit aussi de Robert Willows. Robert Willows, c'est un écrivain, un auteur qui lui aussi est mort dans des circonstances tragiques, un accident de voiture, et que votre personnage principal, Roscoff, va essayer à tout prix de retrouver, ou du moins de retrouver sa poésie. Ce Robert Willows, il a quitté sa vieille Amérique, sa jeune Amérique justement pour revenir en Europe, écrire de la poésie, et Roscoff et sur ses traces. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce Roscoff ? Roscoff, c'est un personnage assez énigmatique, un peu aigri, un peu porté sur la bouteille, à la fois très drôle, très émouvant aussi. On dirait peut-être presque aujourd'hui que c'est un boomer. Comment vous en parleriez, vous, Abel Quentin ? C'est un boomer, c'est quelqu'un qui est né en 1960, qui vient de la gauche mitterrandienne. Il était militant SOS Racisme, c'est un universitaire, un professeur d'histoire. Il est spécialiste de la chasse aux sorcières, du maccarthisme, donc des États-Unis. Et c'est quelqu'un qui, au début de son existence, a tout pour réussir. À la fois, c'est un séducteur, mais il est aussi des combats où il faut être. Et puis, la vie va faire son œuvre quelque part. Il va se prendre un certain nombre de claques, notamment il va faire des mauvais choix dans sa carrière universitaire. Il va se faire placardiser. Il va commencer à devenir quelqu'un d'assez amer. Et au moment du récit, c'est-à-dire dans nos années 2020, c'est un jeune retraité, boomer, désabusé, qui sur la touche. Il le dit d'ailleurs lui-même, il est sur le banc des remplaçants. Voilà, Et alors, face à lui, pour encore contraster, accentuer ce trait, émerge une génération dont fait partie sa fille et sa copine, son amie, qui, elle, juge d'un œil un peu sombre ce qu'a été son parcours, le voit un peu comme ce grand mâle blanc qu'elle déteste aujourd'hui, et il représente beaucoup de choses que finalement, dont elles ne veulent plus. Il a été le faiseur d'un monde dont elles ne veulent plus. Donc il y a aussi cet affrontement, je dirais, ou du moins ces difficultés à communiquer entre toutes ces générations. Oui, il y a une tension générationnelle. Ouais. J'ai vraiment voulu parler d'un clash des générations. Et ce livre parle, c'est vrai, d'un règlement de compte entre la génération des millennials aujourd'hui qui maîtrisent parfaitement l'outil Internet, qui sont très très exigeants sur les questions de discrimination et de justice sociale, et qui règlent ses comptes à la génération d'avant. Et la génération d'avant, c'est celle de Jean Roscoff. Jean Roscoff, c'est quelqu'un qui à la fois était un progressiste, un homme de gauche, mais dans un antiracisme à la papa, quoi. C'est-à-dire que lui, c'était quelque chose de beaucoup plus œcuménique. C'était, on est tous des enfants d'immigrés. C'était aussi les soirées palaces. C'était un certain nombre d'excès. Et c'est 2 générations qui ont du mal à se comprendre. Abel Quentin, vous êtes avocat, pénaliste, c'est votre métier. Vous avez trouvé le moyen, malgré ce et l'exigence de disponibilité intellectuelle que ça exige, d'écrire ce roman, qui est une réussite pour moi et pour beaucoup d'autres, puisqu'il a reçu le prix de Flore aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre roman s'est retrouvé justement en liste de tous ces prix et puis a remporté ce prix de Flore ? J'étais très, très, très ému parce qu'on écrit évidemment pour rencontrer des lecteurs, et on sait très bien que les prix littéraires en France sont un accélérateur de ce point de vue-là, permettent de mettre tout à coup un coup de projecteur sur un livre. Et puis aussi surpris parce que c'est vrai que mon propos n'était pas... C'est un propos aussi poil à gratter. J'ai essayé de faire un livre qui soit à la fois tendre, mais aussi féroce, qui parle aussi du monde de l'édition, du monde des médias, et de le faire comme ça, en ayant parfois la main un peu lourde. Et du coup, je m'étais dit aussi que ça pouvait être un frein à la réussite du bouquin. Et au en fait, contraire, apparemment, ça a beaucoup plu. Comment vous êtes arrivé à Jean Roscoff ? Parce qu'a priori, ce n'est pas vraiment votre univers. De ce que je sais de vous, arrêtez-moi si c'est faux, mais vous venez d'une famille plutôt conservatrice, lyonnaise. Lui vient des cercles mitterrandiens. C'est plutôt pas le même parcours de vie
que vous auriez pu observer, et pourtant, vous arrivez à lui. Finalement, ce que vous dites, c'est le sujet de mon livre, c'est est-ce qu'on peut encore traiter d'autres vies que les siennes comme romancier. Moi, j'y crois, j'y crois beaucoup. La puissance de la fiction par rapport au récit intime ou personnel. C'est ça, je crois que on peut faire l'effort de comprendre les autres, et on peut même faire l'effort de se mettre à leur place. Et donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas de cette génération-là, et je ne viens pas non plus de ce monde-là. Mais il m'a toujours intéressé. Et je crois qu'en se documentant, en travaillant, en discutant aussi beaucoup avec les fameux boomers, on peut arriver à cerner un peu de quelque chose de l'esprit du temps, de ce début des années 80, et de l'esprit de l'inconscient de cette génération. Vous lui donnez tellement de votre tendresse, en tout cas, il apparaît tellement émouvant, ce Jean Roscoff, agaçant aussi, parfois un peu énervant. On va dire, il faut s'actualiser un peu, faire un petit reset. Mais on sent qu'il y a une vraie tendresse de votre part pour votre personnage. Pourquoi ? Oui, il y a une tendresse parce qu'il est de bonne foi. C'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui arrive à penser contre lui-même, qui arrive à se remettre en question, qui est un honnête homme aussi quelque part. Il y a une forme de pureté chez lui. C'est pas le cas de tout son entourage. Par exemple, il a un copain qui s'appelle Marc, qui est devenu qui vient du Parti socialiste et qui a fini avocat d'affaires, assez cynique. Il y a des gens qui transigent autour de lui. Lui a ses lâchetés, mais il a aussi quand même une forme de grandeur. Il a des grandeurs et des ridicules. Il sait faire preuve d'autodérision. Il a une forme de second degré. C'est ça. Et il a une forme d'humilité aussi par rapport aux erreurs de ses générations. Il est capable par moment de les reconnaître. Donc voilà. Puis j'aime bien un peu les personnages de perdants magnifiques, comme on dit. Il y a autre chose, c'est que justement, il apparaît tellement sincère, tellement presque un peu naïf dans sa personnalité qui est démodée, qui est même parfois qui peut brusquer, qui est carrément déplacée même parfois. Et à côté de lui, la nouvelle génération, les millennials, apparaissent presque sectaires dans certains des personnages, notamment l'ami de sa fille. Est-ce que vous trouvez que la génération Abel Quentin des millennials a perdu son sens de l'humour ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, certains, parfois, bien sûr. Je crois que si on trouve peut-être mon personnage de Jean Roscoff sympathique, c'est qu'il sait que la vie est compliquée. C'est aussi peut-être une question d'âge. Il s'est pris un certain nombre de gadins, il s'est planté beaucoup, et donc il le sait. Et il a développé une autodérision, il a développé une forme d'indulgence aussi. C'est vrai que les gens qui l'attaquent ont un côté un peu Robespierre, quoi, un côté un peu Fouquier-Tinville, d'inquisiteur. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, moi, personnellement, qui me déplaît toujours quand on réduit, quand on s'attaque à quelqu'un sans prendre en compte l'épaisseur de sa vie, sans aussi avoir l'indulgence et conscience de ses propres faiblesses, ce qui doit, je trouve, normalement conduire à avoir de l'indulgence pour autrui, et c'est peut-être ce qui manque à cette génération parfois. Vous dites aussi qu'en faisant le choix justement de la fiction, de vous mettre dans la peau d'un type que vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas vraiment approché finalement, justement vous avez l'impression ou le sentiment que ça vous permet de dépasser ce genre de clivage, de ne plus parler depuis vous-même. Parce que ça se fait beaucoup aujourd'hui. On a beaucoup d'auteurs qui disent voilà d'où je parle. Je suis issu de tel caste de la société, je viens de tel endroit, j'ai tel âge, donc ça fait de moi tel auteur. Vous insurgez un petit peu contre Moi, je crois au roman. Cet ancrage. Je crois au roman, je crois à la fiction. Le roman, il dépasse tout ça ? On peut écrire il peut le faire. Il y a quelques années, il y a une auteure américaine qui s'appelle Zadie Smith, qui a écrit un article dans la New York Review qui s'appelle « En défense de la fiction » et qui dit qu'en fait, pour elle, être romancier, c'est être peut-être un peu tordu et passer son temps comme ça à scruter les gens dans la rue en se demandant mais qu'est-ce que ce serait que d'avoir le destin de cette personne, qu'est-ce que ce serait de rentrer, d'être celui-là qui est sur le quai de cette gare, et comme ça, d'être dans une sorte permet de dépasser d'observation très très intime, permanente en fait, comme une sorte de jeu. Et c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu fait ça, et je crois à la fiction. Je crois que ça permet de parler d'autres vies que la sienne. Après, l'autofiction, c'est un genre qui a donné des choses très très belles. Donc il ne s'agit pas c'est vrai aussi. Oui, de juger ça.
Votre roman, il se passe à Étampes, il se déroule à Étampes. Étampes, c'est là où vous vivez aussi, à Belcantin. À quoi ça ressemble, Étampes? Étampes, c'est une petite ville qui était une ville vraiment quasiment de province au début de la Beauce, qui a été un petit peu aujourd'hui avalée par l'Île-de-France, par notamment le réseau de transport d'Île-de-France, et donc qui est très intéressante parce qu'elle est vraiment à la lisière de la banlieue, de la campagne, avec des très jolis clochers du 12e, en même temps une banlieue. Et donc c'est vraiment un morceau de France qui dit beaucoup de notre pays. Et puis voilà, c'est l'endroit où va se réfugier ce poète Robert Twillo dans mon livre quand il ne se sent plus en phase avec le milieu parisien où il a évolué. Alors Robert Twillo, on va le dire quand même tout de suite au lecteur, il n'existe pas, parce que même moi j'ai été la première à aller vérifier s'il existait. Où est-ce que vous avez puisé l'image? Donc vous disiez il y a un peu de Camus, il y a un peu de Charles Péguy peut-être aussi? Oui, en tout cas dans ses écritures, il y a un peu de Charles Péguy, donc c'est cette écriture à la fois très, très simple et d'inspiration médiévale aussi. Le personnage, lui, il emprunte aussi bien à James Baldwin, grand auteur noir américain, et qu'à Richard Wright. Et donc voilà, c'est un de ces auteurs noirs américains qui ont fui les États-Unis parce que pour différentes raisons. Les États-Unis, à cette époque, c'est le pays du McCarthyisme, c'est aussi un pays qui est encore ségrégationniste dans certains États. Et pour aller en France, où ils ont trouvé peut-être une forme de légèreté qui n'existait pas dans leur pays. Qu'est-ce que votre héros, Jean Roscoff, cherche en Robert Willow? Pourquoi cette obsession? Pourquoi cette obsession? Il ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que les vers de Robert Willow dégagent une forme de mélancolie, parfois aussi une causticité, mais quelque chose qui lui parle. Comme parfois on peut être touché par un poète, et c'est quelque chose c'est une alchimie qui est très très personnelle. Vous, à Belcantin, quels auteurs vous éveillent chez vous ce genre de sentiment? Il y en a beaucoup. Moi, je lis peut-être moins de poésie que de romans. Donc, moi, j'aime beaucoup le roman. Le grand roman américain, de Frenzen à Don DeLillo, en passant par Philippe Roth. Et puis j'aime bien aussi le roman français, qui soit du 19e, du 20e. Proust a beaucoup compté pour moi, mais j'aime aussi des gens comme Claude Simon, comme Nimier. Vous avez une carrière d'avocat, je le disais tout à l'heure. Vous avez fait une formation d'avocat brillante. Quand est-ce que vous avez, au milieu de cette carrière en construction, commencé à écrire? En réalité, j'ai eu le démon de l'écriture, peut-être, en tout cas, cette envie d'aller vers la littérature très très tôt, bien avant de vouloir être avocat. Et puis je suis devenu avocat, et c'est un métier qui présente des passerelles avec le métier de romancier, je crois. Parce qu'il lesquels? Il y a l'envie de ne pas réduire. Il y a cette croyance qu'un homme ne peut jamais être réduit au fait qu'il a commis. Et que, notamment lorsqu'il s'agit de juger quelqu'un, que les peines soient personnalisées, individualisées. Et du coup, ça a conduit à s'intéresser à l'ensemble d'une vie, à toute une vie, quand vous êtes devant la cour d'assises, par exemple, que vous défendez un accusé. Et quelque part, mon travail de romancier va vers ça aussi. Parce que Jean Roscoff, précisément, au moment où il est jugé de façon très abrupte sur les réseaux sociaux, moi, j'essaye de lui donner, de lui rendre justice aussi. Parce que justement, c'est la suite de l'histoire. Après, on ne vous en dira pas plus, il va falloir lire le livre. Mais Jean Roscoff, il n'est pas que ce boomer que l'on dit. C'est aussi une forme de polar, il y a une vraie intrigue. Il se retrouve très vite pris dans une forme de harcèlement sur les réseaux sociaux, puisque Robert Willow, sur lequel il écrit, il a omis de préciser quelque chose sur cet auteur qui va faire qu'il va être complètement harcelé, traqué. Et ça, c'est une problématique qui est extrêmement contemporaine, qui pourrait arriver à beaucoup de gens. En fait, il a omis de dire que Robert Willow est noir. Oui, tout à fait. Ce qui va mettre le feu aux poudres, en fait. Lui, il n'y avait pas... En fait, il le dit à un moment donné, il n'avait pas vu le noir. Pourquoi ? Parce que
il a vu cet auteur avant tout comme un auteur américain communiste, et parce que sa formation universitaire fait qu'il connaît très bien le communisme américain, voilà, le macartisme, et donc il a vu le communiste, il n'a pas vu le noir, et donc on va l'accuser sur le terrain aussi de l'appropriation culturelle en disant vous avez finalement vous êtes un blanc, vous êtes un auteur blanc, et donc vous n'avez pas compris ce poète qui est noir, vous n'avez pas pu comprendre sa poésie parce que sa poésie est forcément finalement l'expression de son essence est forcément un grand cri noir, et lui dit non, je crois que j'ai pu la comprendre, j'ai pu être sensible, il y a quelque chose qui va bien au-delà de l'identité de Robert Twillow dans la beauté de sa poésie, et c'est tout l'enjeu du livre. Ça vous fait peur ça, Abel Quentin, cet essentialisme à tout prix? Bien sûr. Ouais, je crois que c'est un monde où chacun est en permanence renvoyé à son essence. C'est un monde qui manque pas mal de la complexité, parce que je crois que beaucoup de gens sont beaucoup plus complexes que leur simple essence. Et par exemple, finalement, Jean Roscoff, il a beaucoup de rapports, il a beaucoup de points communs avec ce poète noir américain, Robert Twillow. Ils ont cette mélancolie en partage. Et donc, il est parfaitement légitime à écrire sur ce poète. Le tout jeune prix Goncourt de cette année, Mohamed Bougarsar, c'est pas du tout la même histoire, hein. C'est évident, mais il écrit lui aussi, son héros part sur les traces d'un auteur légendaire, noir lui aussi, africain, mais une légende. On se rend compte que la littérature d'aujourd'hui, du moins vous deux en tout cas, a tendance à se retourner sur ses pas un petit peu, à chercher peut-être dans le passé. Il y a une forme soit de nostalgie littéraire ou je ne sais pas, de quête peut-être même encore plus fort. Pourquoi revenir sur des auteurs passés? Pourquoi cette quête, ce retour en arrière selon vous? J'ai cru comprendre que Mohamed Bougarsar était un grand lecteur de Bolaño, et moi c'est un auteur aussi que j'admire immensément, auteur de 2666, avec ce personnage d'Archibaldi qui est une sorte d'auteur imaginaire dont Bolaño va jusqu'à imaginer l'œuvre de façon extrêmement précise. Et c'est vrai que dans nos deux livres, cette envie de faire peut-être œuvre de détective en littérature et de parler de littérature aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé en tout cas exaltant de créer un personnage qui fait une enquête sur un auteur imaginaire, et de parler de l'œuvre de cet auteur, c'est une sorte de mise en abîme qui est un jeu littéraire aussi. Il y a une part de jeu et qui ne va pas tellement plus loin que ça aussi, de plaisir. Vous vous consolez dans la littérature passé, j'allais dire, par définition. Est-ce qu'il y a quand même des auteurs contemporains qui vous animent, qui vous plaisent, qui vous inspirent? Bolaño, il est mort il n'y a pas si longtemps déjà, par exemple. Pour moi, je le considère comme un ça contemporain. Reste un auteur contemporain. Bien sûr, mais évidemment, bien sûr. Houellebecq, évidemment, pour moi, a perpétué une école naturaliste qui nous vient du 19e et qui est formidable. Et c'est quelqu'un qui scrute le monde, qui a réussi à mettre le doigt sur l'horreur d'un monde matérialiste, d'un monde sans Dieu. Et il le fait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et voilà, il y a un livre à sortir en janvier 2022, je crois. Et merci pour le conseil. Je l'attends avec impatience parce que c'est une voix qui compte, et c'est un regard d'ailleurs qui suscite des réactions parfois outrées. Et je pense que c'est la preuve qui touche juste, c'est qu'il nous montre, il nous met un peu le nez dans notre époque, et forcément il y a des choses pas très agréables, et ça nous renvoie pas forcément à une image très valorisante de nous-mêmes. C'est un peu ce que vous faites aussi. Ouais, peut-être, oui, c'est vrai. Mais moi, je crois que les livres sont pas là aussi pour nous passer la pommade et pour nous faire. Voilà, je crois qu'il y a une tendance très humaine à faire l'autruche, puis à essayer à construire un récit valorisant de soi-même, et la littérature peut un peu atomiser ça, enfin, peut enrayer ce mécanisme. Avec ce livre, c'est marrant parce qu'on se dirait même, après l'avoir refermé, je me disais, et avoir un peu parcouru la presse qui vous a beaucoup suivi autour de ce roman, il y a comme un peu un jeu de miroir, ou du moins il y a une espèce de vertige, puisque ce livre, il est aussi, quelque part, un peu comme votre héros, au cœur d'une petite polémique. Il n'y a rien d'aussi grave, de ce que je vous le souhaite d'ailleurs, de ce qui arrive à Jean Roscoff, mais malgré tout, vous avez eu 3 pages entières dans Valeurs Actuelles, ce qui a fait dire à la presse de gauche aussi que vous étiez
peut-être de leur côté, et puis vice-versa. On a l'impression que ce livre il se retrouve un petit peu au cœur aussi de cette polémique. J'ai retenu une phrase de Louis-Henri de la Rochefoucauld dans l'Express, qui transcende un peu ce clivage, et j'ai trouvé ça assez marrant, sa façon de parler de votre livre. Il dit « Un livre d'anard de droite, pas du tout ». Et c'est là le talent de Quentin, se servir du roman pour mettre en scène des idées les plus variées sans se prononcer lui-même. Cet héritier de Balzac a plus d'un tour dans son sac. Vous vous sentiez balzacien ou héritier de Balzac, vous, Abel Quentin? C'est sûr que mes livres, ils parlent de la société. Après, Balzac, c'est la comédie humaine, donc il faut voilà. Ça vous semble comparaison n'est pas raison, mais il y a en tout cas l'envie de parler de la société. Et c'est vrai que de ne pas le faire en forçant le regard du lecteur, de ne pas le faire de façon de ne pas imposer un point de vue, de laisser aussi le lecteur se dépêtrer dans une zone un peu de relativisme. Moi, je crois beaucoup au roman comme je crois Kundera qui disait c'est un territoire moralement neutre. Donc ça peut aussi générer de l'inconfort parce que c'est vrai que je mets en regard des discours qui s'annulent les uns les autres. Et on l'a vu récemment aussi avec Nabokov, toute la polémique qu'il y a eu autour de Lolita, revisitée, reconstruit en fait. Et moi, j'aime assez l'idée que le lecteur se pose la question du regard de l'auteur en disant mais qu'est-ce qu'il pense vraiment lui et de ne pas répondre à cette question, de façon définitive. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Abel Quentin ? Eh bien là, je viens de finir un livre qui s'appelle Un autre tambour de Melvin Kelly, donc qui est un auteur américain un petit peu oublié, qui est un peu un géant oublié de la littérature américaine, qui a écrit ce livre justement sur l'Amérique ségrégationniste du Sud. Vous avez un livre à nous recommander pour les... Un livre à vous recommander, bien sûr, oui. J'ai lu récemment le livre de Maria Pourchet qui s'appelle Feu et qui est un livre de la rentrée littéraire et qui sont le rapport amoureux de façon très très belle et osée aussi. Merci beaucoup, Abel Quentin, d'avoir été avec moi dans Play Livre. En tout cas, nous on recommande Le Voyant des Tempes. C'est un magnifique livre pour tout ce qu'on vient d'évoquer. Merci et beaucoup. Pour plein d'autres choses encore, mais pour ça, il faut le lire. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Avec plaisir. They come around.